On va parler des BRICS. Alors, on va parler des BRICS. Je vous la refais pas, des BRICS à l'œuf, tout ça. BRICS plus. Ah, c'est pas pareil. Un monde multipolaire, point d'interrogation. Que peut-on en attendre? Donc bon, sur les BRICS... Merci Gilles. Avec plaisir. Je t'en prie. Ça fait plaisir de faire plaisir. Voilà. Donc, d'habitude, ils nous séparent, mais là, je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis ensemble. Donc, sur les BRICS, je ne ferai pas de publicité mensongère, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un historique des BRICS. Ça ne sera pas factuel. Alors, bon, j'ai une longue habitude de ne pas être factuel, mais là, j'espère avoir des bonnes raisons. L'historique, je l'ai fait l'année dernière. Alors voilà, en plus, si vous voulez un historique, Joël en a fait un bien fait, qui est sur le site du Pardeb. Oui, l'année dernière. Voilà, et qui résume les dates depuis la création en 2009. C'est ça. Et toutes les étapes, également ce que tu en pensais, et les implications. Donc, vous avez un bon résumé des BRICS au niveau factuel sur le site du Pardeb. Donc, c'est par un autre biais que je vais les aborder. C'est est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une définition politique des BRICS? Et comment faut-il les comprendre, en fait? Comment faut-il les comprendre en termes historiques, en termes pratiques et en termes d'avenir, et en termes d'implication pour nous? Si je prends les choses comme ça, c'est que moi, il y a quelque chose qui m'a frappé avec les BRICS récemment. Ce que récemment on constate, c'est quelque chose d'incroyable. Pour la première fois, des pays arrivent à résister aux pays occidentaux de manière globale. C'est-à-dire que les pays occidentaux, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident global, c'est l'Occident global ou n'importe quel autre terme équivalent. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les pays anciennement industriels qui acceptent l'hégémonie états-unienne. Voilà ce qu'est en pratique l'Occident global. Ce sont les pays les plus... Jusqu'alors, c'était les pays les plus puissants du monde. Donc, quand ils acceptaient de se mettre sous la direction états-unienne pour imposer des choses à un pays ou à un petit paquet de pays, eh bien, qu'est-ce qui se passait, en fait? Eh bien, ça arrivait. Ils arrivaient à imposer leur volonté. Mais c'est pas comme ça depuis 10 ans. C'est comme ça depuis le XVIe siècle. Donc, ce qui m'a frappé, c'est la dimension historique de ce qui est en train de se passer et le déficit à peu près, pas total, mais spectaculaire d'analyse de notre part. Par exemple, j'ai essayé de faire une bibliographie sur le sujet et les bras m'en sont tombés. Aucun auteur d'une certaine dimension n'a pris le sujet à la mesure de son importance historique, voire même n'en parle pas, y compris des géopoliticiens célèbres. Est-ce que Marsheimer a fait un bouquin sur les BRICS? Pas du tout. Est-ce que... je sais pas moi, quel universitaire, quel spécialiste des questions internationales, quel géopoliticien célèbre a pondu un livre des références sur les BRICS? Zéro. Mais c'est quand même spectaculaire. Les BRICS existent depuis 2009. Alors c'est vrai que depuis 2009, on pouvait conjecturer que les BRICS, ça ferait pas grand-chose en fait, que c'était un rassemblement de pays hétérogènes, aux intérêts hétérogènes, pour pas dire contradictoires, qui n'étaient pas très radicaux dans leur projets, voilà, qu'ils aimeraient bien coopérer pour se sortir un peu de la mainmise états-unienne, mais enfin, ils n'avaient pas l'air de vouloir s'en donner réellement les moyens.
Donc on pouvait sous-estimer le phénomène il y a une quinzaine d'années, ça, pas de problème. Mais à partir du moment où c'est commencé à devenir une réalité pérenne, de plus en plus construite, de plus en plus importante, à partir du moment où on comprenait que la Chine allait prendre le dessus au niveau économique, à partir du moment, comme ça a bien été souligné sur les points militaires tout à l'heure par... Chamagne. Voilà, Chamagne. À partir du moment où on avait compris que les Russes avaient une capacité militaire sur certains aspects, en tout cas à tout le moins, supérieure à la capacité de projection américaine, états-unienne, on était censé prendre le sujet déjà un peu plus au sérieux, même au-delà des BRICS. Le seul fait que la Chine allait prendre l'ascendant au niveau économique et que la Russie était en train de prendre l'ascendant au niveau militaire, on aurait dû déjà arrêter un petit peu nos manières de penser et se dire, là, il se passe quelque chose en fait, il faut réfléchir. Et à partir des événements syriens, ukrainiens, et surtout, bien sûr, à partir de février 2022, et la mise sur orbite des BRICS, mais cette fois-ci en version grandeur nature, hein, de plus en plus organisée, de plus en plus effective, de plus en plus impressionnante en termes d'organisation financière, monétaire, commerciale, scientifique, militaire, géostratégique, le tout intégré, qui réalise de 6 mois en 6 mois des miracles qu'on croyait absolument impossibles, faire travailler ensemble l'Arabie Saoudite et l'Iran, se faire agir en commun l'Inde et la Chine, faire baisser les tensions absolument contradictoires entre la Fédération de Russie et la Chine, toutes ces choses-là qu'on pensait quasiment impossibles, ou pas à portée de main pour des décennies, se réaliser de 6 mois en 6 mois en fait. Alors c'est grâce à nous, quand je dis nous, hein, c'est pas nous ici, hein. C'est grâce à la politique occidentale, de plus en plus hystérique, de plus en plus folle, de plus en plus radicalisée. Évidemment que c'est ce qui a permis aux BRICS de donner l'impulsion suffisante pour enclencher la deuxième et puis la troisième en fait. Il n'en reste pas moins que ça aurait pu capoter, que ça aurait pu ne pas marcher. Ça a marché. Mais ce n'était pas ce que je voulais vous dire. C'était la dimension historique de la chose maintenant devient patente. Et historique, c'est pas pour se galvaniser, c'est pas pour se payer de mots. Si on n'appelle pas historique le moment où dans le monde les pays face à l'Occident prennent le pas en termes de puissance, on se demande ce que c'est que quelque chose d'historique en fait. Donc comme l'événement est historique, il faut qu'il y ait une analyse historique. Il faut être en capacité d'expliquer pourquoi un tel phénomène, qui n'avait pas été prévu, est arrivé. Ça veut dire une analyse rétrospective. Qu'est-ce qui a fait la puissance de l'Occident ? Qu'est-ce qui fait la puissance des BRICS actuels ? Qu'est-ce qui explique la puissance des sociétés ? Parce que là, c'est un assemblage de sociétés qui avait imposé par sa propre puissance son ordre international, économique, idéologique, politique à l'ensemble du monde. Et il faut prendre imposé à son sens littéral. Il l'avait imposé, toutes ces choses-là, par la force. Et la force, c'est pas la violence, c'est pas que la violence, c'est la capacité matérielle et technique d'imposer ses volontés à des sociétés qui n'en veulent pas. Il faut pouvoir le faire. Il ne s'agit pas juste de vouloir le faire ou d'être violent. Il faut pouvoir le faire. Et les sociétés occidentales avaient pu le faire. Elles avaient cette puissance. Mais d'où venait cette puissance ?
C'est le moment de se poser cette question, puisque on voit l'Occident qui n'en est plus capable. Pourquoi en était-il capable? Pourquoi il n'en est plus capable? C'est quand même pas une question légère, puisque c'est ce qui explique le retournement historique dont on parle. Apparemment, c'est pas une question, puisqu'on n'écrit pas là-dessus, on réfléchit pas là-dessus, il n'y a pas de conférence là-dessus, ce n'est pas dans les analyses des partis politiques, donc c'est pas une question en fait, finalement. Donc, un élément absolument historique, avec un grand H, c'est un non-événement. On n'a pas besoin d'y réfléchir. Bon, c'est assez étonnant. Donc, c'est ma proposition, là, pour les 20 minutes qui me restent. C'est d'essayer de comprendre comment qualifier cet événement. Mais il ne s'agit pas juste de comprendre comment il a pu être possible, il s'agit également que signifie-t-il objectivement? Parce que sur les BRICS, on se précipite sur la question soit morale, soit la question de la qualité de leur régime, soit est-ce que c'est le camp des bons, par exemple, ou c'est le camp des méchants, ou alors c'est le camp des méchants contre le camp des autres méchants, etc. On se précipite sur ce genre d'angle, de point de vue pour aborder les questions. Je pense que ce n'est pas le bon point de vue. Non pas que ces questions ne se posent pas, elles se posent, mais est-ce que c'est par là qu'il faut commencer? Je ne pense pas. Il faut déjà comprendre les faits, en fait. Il faut caractériser les faits. Qu'est-ce qui se passe? Que sont les BRICS? Non pas leur proclamation, non pas leur grande déclaration. Factuellement, que sont les BRICS? Historiquement, que sont les BRICS? Moi, donc, j'ai une double réponse que je vous propose, juste comme ça en définition. Les BRICS, c'est l'alliance des pays producteurs, on verra ce qu'on entend par là, l'alliance des pays producteurs qui se rassemblent et qui coopèrent afin de réussir à maintenir leur souveraineté face à l'hégémonie occidentale, et notamment sous la direction des États-Unis. Voilà ce que sont les BRICS. Factuellement. C'est-à-dire que si ce n'était pas ça les BRICS, eh bien, ils n'auraient jamais attiré d'autres pays, ils n'auraient jamais même réussi à faire autre chose qu'un projet, ça aurait été une espèce de sous-Alba du Sud, et on n'en parlerait pas actuellement. Si ils ont réussi à créer une dynamique qui a réussi à capter l'intérêt des pays du Sud, c'est parce qu'ils ont commencé à réfléchir et à agir pour se donner les moyens de préserver leur souveraineté en commun face à l'hégémonie occidentale. Mais encore faut-il le faire, et encore faut-il pouvoir le faire. Comment ça se fait qu'ils aient pu le faire? Parce que ce sont des pays producteurs. Alors, pays producteurs de biens matériels, et notamment des pays en voie ou déjà fortement industrialisés. Mais on verra plutôt vers la fin comment il faut réfléchir là-dessus. Mais du coup, il fallait qu'on réfléchisse nous, en fait. L'Occident n'est plus en capacité d'imposer son hégémonie aux pays des BRICS, parce que l'Occident s'est lui-même désindustrialisé. Et les pays des BRICS sont en capacité de résister à l'hégémonie occidentale, pour la première fois dans l'histoire, parce qu'ils se sont industrialisés. C'est pas compliqué, une fois qu'on a compris la clé. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais il faut avoir des arguments. Parce que il est bien évident qu'au prorata de ce que l'Occident s'est désindustrialisé, il perdait sa puissance. Et qu'au prorata de ce que les pays des BRICS s'industrialisaient, il gagnait en puissance. Et ça saute aux yeux. Si la Russie est en train de gagner en puissance depuis février 2022, c'est parce qu'on l'a forcé à s'industrialiser, grâce aux sanctions. Un pays n'avait jamais été aussi sanctionné économiquement de toute l'histoire. On en est maintenant, je crois, à des milliers de sanctions.
Oui, oui, oui. Oui. Donc, ça n'avait... 19 paquets. 19 paquets. Donc, ça n'était jamais arrivé à cette ampleur-là, en fait. Grâce à ces sanctions, on a obligé, qui était en guerre, donc elle devait produire des tas de choses matérielles, on l'a obligé à s'industrialiser. Sur des tas de secteurs stratégiques, l'Occident a boycotté les produits qui avaient une importance stratégique, soit militaire, soit économique, afin de faire baisser le genou de la Russie. Et du coup, la Russie a été obligée de produire ces pays boycottés. On a vu avec Jacques Sapir qu'il y avait toute une série de facteurs qui lui permettaient de se réindustrialiser à une échelle relativement rapide. En 2-3 ans, 2, 3, 4, 5 ans, elle a été capable de faire des choses que certains pays peuvent mettre 10, 20 ou 30 ans à réaliser, à faire. Donc peut-être que ce qu'a réussi à faire la Russie, d'autres pays n'arriveraient pas à le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a réussi à le faire. Et du fait qu'elle s'est industrialisée comme jamais depuis l'Union soviétique, depuis qu'elle s'était elle-même désindustrialisée très massivement dans les années 90, elle gagne en puissance. Il ne faut pas regarder les 4% de croissance russe. Ce n'est pas ça qui est important. Et d'ailleurs, il faut s'interroger sur la notion de puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance d'une société? C'est la capacité d'agir. C'est une question concrète. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas son PIB. C'est pas avec des dollars ou des roubles, vous n'allez pas réussir à produire des chars ou à frapper sur les Américains. Ça va vous servir à rien, en fait. Hein. Si vous n'êtes pas capable de produire matériellement toute une série d'objets, d'infrastructures et d'objets matériels, mais vous n'avez aucune chance, en fait. Donc, et vous ne pouvez pas agir. L'Arabie Saoudite est riche de pétrodollars, elle n'a aucune économie productive. Donc, quand vous êtes un individu riche, vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous pouvez donc tout vous payer, vous êtes puissant. Mais ce qui est valable à une échelle individuelle n'est pas valable à l'échelle d'une société. Parce que, qu'est-ce qui fait le riche? Est-ce qu'il fait? Non, il fait faire quand il achète. Et quand l'Arabie Saoudite, qui est riche de pétrodollars, veut faire des choses, elle les fait faire. Elle ne peut pas les faire. Elle a que des pétrodollars. Elle n'a pas d'économie productive. Elle est donc impuissante. Elle est riche et impuissante en tant que société. Elle est obligée que les Américains veuillent bien leur vendre ceci, que les Chinois veuillent bien leur vendre cela, elle est dépendante totalement des autres, ceux qui sont puissants. Ceux qui fabriquent des choses, ceux qui agissent économiquement, ceux qui sont en capacité d'agir. Elle n'est pas en capacité d'agir, elle est en capacité d'acheter en tant que société. Donc, il faut bien découpler la notion de puissance avec la notion de richesse. Ça n'a aucun rapport, il y a des rapports, mais ce n'est pas un rapport causal. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous... À l'échelle d'une société, encore une fois, pas d'un individu. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes puissant, et ce n'est pas parce que vous êtes puissant vous êtes forcément riche, par exemple en termes de PIB. Et c'est ce qu'on n'a pas compris avec la Russie. On ne s'est pas méfié avec la Fédération de Russie. Elle avait un PIB équivalent à celui de l'Italie, de l'Espagne. Ça nous a permis de ne rien comprendre en se fixant sur le PIB. Du coup, on croyait qu'effectivement, elle allait s'écrouler, qu'elle allait retourner à l'âge de pierre, parce qu'on allait lui faire des sanctions économiques et que les armes de l'OTAN allaient les réduire en poussière. Eh bien, pas du tout. Parce que la Russie était en capacité d'agir, et que plus cette situation perdurait, plus elle était en capacité d'agir. Ça a augmenté ses capacités. Et la puissance, c'est ça, c'est la capacité d'agir. Donc, comprendre l'arrivée des BRICS, c'est comprendre les origines de la puissance. Comment ça se fait que l'Occident avait pu réussir à imposer son ordre au reste du monde? Mais c'est parce qu'il s'était industrialisé. Donc il avait une capacité d'agir nettement supérieure à toutes les autres sociétés dans le monde. Et donc il pouvait imposer son ordre au reste du monde.
Si vous prenez 1000 personnes qui peuvent travailler, par exemple, 10 heures par jour, évidemment, ce sont des conventions, ça peut être 15 heures, c'est pas tenable très longtemps, mais enfin, admettons 10 heures. Bon, dans l'année, ça vous fait tant d'heures travaillées. Voilà. Une société de 1000 personnes, c'est pas grand-chose, mais c'est juste une hypothèse d'école, d'accord? Vous multipliez ça par 100 ou par 10 000, mais prenez 1000 personnes. Leurs 10 heures de travailler par jour, vous multipliez par 365, ça vous donne sa capacité de travail sur une année. Si c'est une économie, on va dire, juste primaire dans le sens activité primaire au niveau économique, c'est-à-dire extractive et agricole. Donc, si elle a juste ces activités-là, eh bien, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire de ce volume d'heures travaillées dans son année? Elle va pouvoir se reproduire elle-même, si tout se passe bien. C'est-à-dire, elle va pouvoir survivre, c'est-à-dire, elle va pouvoir se nourrir. Elle va pouvoir se nourrir et reproduire les conditions matérielles de son existence, avec un peu de chance. Elle ne pourra pas faire plus. C'est déjà beaucoup. On a vécu comme ça pendant des centaines de milliers d'années. Hein. Donc, mais vous ne pouvez pas faire plus, en fait. Si par contre, vous commencez à développer des activités qu'on appelle de rendement croissant, vous augmentez la productivité de vos heures travaillées. Eh bien, ces 1000 personnes, avec leurs 10 heures par jour multipliées par 365, désormais, admettons par exemple que votre productivité a doublé, ce qui n'est rien du tout dans l'industrie. Eh bien, la moitié des gens de vos 1000 personnes, donc les 500 personnes qui étaient juste dévouées à, si la société voulait elle-même survivre et se reproduire, qui étaient dévouées donc aux activités agricoles et extractives, désormais elle peut travailler à autre chose en fait, faire d'autres choses, d'autres biens matériels. Elle vient de doubler sa capacité d'agir, sa puissance. Mais si la productivité pas sa richesse, sa puissance. Imaginons qu'elle ait une très mauvaise monnaie pour des raisons, etc., peu importe, et que donc il y a une inflation galopante, sa monnaie ne vaut rien, son PIB ne vaut rien, mais sa puissance d'agir vient de doubler. Si au bout de 10 ans, sa productivité a gagné un facteur 10, ça veut dire que 100 personnes de votre société de 1000 personnes sont en capacité de faire ce que faisaient avant les 1000, et il y a 900 personnes qui vont travailler 10 heures par jour, 365 jours sur l'année, bien sûr, voilà. Hors congé payé. Hors droit du travail. C'est plus quand même facile à calculer sur cette hypothèse d'école qui n'a aucun sens. Eh bien, ces 900 personnes vont pouvoir faire autre chose. Mais sauf que la productivité des Occidentaux, elle n'a pas été multipliée par 2, elle n'a pas été multipliée par 10. Elle a été sur plusieurs siècles, elle a été multipliée par 100 et plus. Ça veut dire que la puissance de ces sociétés... Et là, il y avait 1000 personnes. Et quand il y a plusieurs millions de personnes et que vous multipliez sa capacité d'agir au niveau collectif, au niveau global, mais ces sociétés-là ont une puissance extraordinaire. Mais si vous n'avez pas de rendement croissant, si vous n'avez pas une hausse très régulière de la productivité, bien, votre puissance soit stagne, soit baisse. Parce que souvent, la productivité des autres secteurs, par exemple le secteur agricole, sont des courbes en cloche. C'est-à-dire que ça augmente très fortement quand vous commencez à mécaniser, à mettre des engrais, des choses comme ça. Et puis, vous prenez les terres les plus fertiles, etc. Mais vous continuez d'investir et vous continuez de mettre des heures travaillées dans cette activité. Au bout d'un moment, la terre commence un peu à s'épuiser. Les meilleures terres, elles sont déjà exploitées. Vous prenez des terres moins intéressantes. La mécanisation, c'est bien, mais je veux dire, au bout d'un moment, vous arrivez sur un mur. Et au bout d'un moment, votre productivité baisse, en fait, hein, au lieu d'augmenter. Donc, ce sont des courbes en cloche. Et ces courbes en cloche, elles arrivent assez rapidement. Et ça, c'est valable pour presque toutes les activités. Il n'y a que l'industrie qui arrive à augmenter, et les activités annexes autour de l'industrie, qui arrivent, et là désormais l'informatique, qui arrivent mais basées sur une puissance industrielle, sinon vous n'aurez pas d'informatique, qui arrivent à avoir des rendements croissants d'année en année, de décennie en décennie, et de siècle en siècle.
évidemment, il y a les limites environnementales. On est au courant. Mais ces limites environnementales ne freinent pas mécaniquement vos hausses de productivité. Ça dépend en fait comment vous gérez vos ressources d'énergie, essentiellement. Si par exemple vous développez votre parc nucléaire, comme ce que fait la Russie, la Chine et désormais même les États-Unis, et qu'avait fait la France, eh bien, et qu'en plus vous comptez de moins en moins sur l'uranium, hein, eh ben, vos limites environnementales en réalité sont très faibles. Et donc, vos hausses de productivité peuvent... Qui pourrait donner un chiffre sur une limite de la hausse de productivité industrielle à échelle temporelle relativement proche de nous? Personne, en fait. Donc, la capacité d'agir des pays qui continuent de s'industrialiser, pour l'instant, c'est un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'ils avancent. Et donc, leur puissance d'agir ne cesse d'augmenter. Proposez-moi une autre explication rationnelle, objective, de la réussite de s'être libéré de l'hégémonie occidentale des pays des BRICS. Quel autre facteur explicatif? Pourquoi avant ils ne pouvaient pas et pourquoi maintenant ils peuvent? Quel autre facteur explicatif? Et en plus, c'est parfaitement corrélé avec leur industrialisation. C'est évidemment depuis que la Chine s'est industrialisée et que c'est devenu l'usine du monde que la Chine a gagné une puissance. Il faut retourner au XIVe siècle pour trouver une puissance chinoise aussi importante. Par quel miracle? Mais parce qu'elle s'est industrialisée. Pourquoi la Russie arrive à résister militairement à l'OTAN et aux États-Unis? Parce qu'elle s'est industrialisée. Sinon, elle n'y serait jamais arrivée. Elle n'aurait eu aucune chance. Pourquoi l'Iran est en capacité de résister à Israël et aux États-Unis? Mais parce que l'Iran est un pays moderne, industriel, avec des ingénieurs, avec toute une série d'infrastructures industrielles et techniques. Sinon, l'Iran n'y serait jamais arrivé, etc., etc. Vous avez compris le film. Apparemment, ça n'intéresse personne, hein, puisque personne n'essaye de se mettre en capacité d'expliquer la réussite des BRICS. J'ai toujours pas parlé du est-ce que c'est moral, pas moral, des bons régimes, des mauvais régimes. Et il faut déjà comprendre ce qui se passe en fait. Donc c'était mon point, c'est-à-dire que d'autre part, quel est cet ordre du monde? Est-ce qu'un des pays des BRICS était en capacité de résister à l'hégémonie états-unienne? Non, même la Chine. C'est-à-dire que si il n'y avait pas la puissance militaire de la Russie, la puissance économique de la Chine, la puissance de résilience iranienne sur une région absolument, dans un endroit absolument stratégique, etc., il n'y serait pas arrivé. Donc, les pays des BRICS sont condamnés à la coopération. Condamnés. Peut-être que s'ils arrivent à éliminer l'hégémonie occidentale, on verra ce qui se passe. Là, peut-être que ce serait une autre histoire. Mais tant que ça va durer un certain temps quand même, hein, parce que la bête est blessée, mais enfin, elle a encore pas mal d'énergie. Donc, ça va durer un certain nombre d'années, peut-être un certain nombre de décennies. Pendant ces années-là, pendant ces décennies-là, les BRICS sont condamnés à la coopération. Et ils sont condamnés à miser sur le droit international. Le droit international, canal historique, pas le monde des règles. C'est-à-dire qui se limite finalement à deux choses. Respect de la souveraineté et respect des engagements internationaux qui sont signés. C'est pas grand-chose le droit international, mais c'est énorme. Ils sont condamnés à ça parce que seule cette stratégie est payante face à l'Occident. Et sinon, leurs tensions internes qui les traversent et leurs intérêts contradictoires seraient ingérables s'ils ne respectaient pas les souverainetés des pays qui rejoignent les BRICS. Et si c'était une autre hégémonie
les pays du Sud n'auraient pas envie de rejoindre une autre hégémonie qui foule au pied leur souveraineté. Ils connaissent déjà. Pour avoir ça, ils n'ont pas besoin de rejoindre les BRICS. Il suffit de continuer comme avant. Donc, on peut déjà avoir une idée de la nature objective des relations des BRICS sur la durée, leur signification historique, la signification historique de ce pourquoi l'Occident est en train de se casser la gueule face aux BRICS. Et je finirai donc sur deux autres éléments. Nous, on représente des mouvements et des partis qui veulent restaurer la souveraineté de notre pays, de notre société, et qui veulent faire repartir en avant les processus démocratiques, dans leur dimension sociale comme politique. Et vous croyez qu'on va réussir à faire ça en plein cœur de l'Occident sans avoir des soutiens internationaux ? Alors qu'on devient le premier pays occidental qui arrive à faire ça, donc là, nous on est en France, donc, imaginons la France, donc un pays important de l'Occident, de moins en moins important parce qu'on se désindustrialise à vitesse. Donc vous avez compris que notre désindustrialisation, c'est notre balkanisation et tiers-mondisation assurée. Hein. Et alors évidemment, plus le temps passe, plus on deviendra, vous savez, comme dans Monty Python Sacré Graal, un chevalier qui veut se battre mais qui a plus de jambes, qui a plus de bras et qui dit reviens à l'âge, quoi. Donc ça ressemble un peu à ça, Macron en Ukraine, donc quelqu'un qui n'est pas foutu d'avoir ni une économie, ni une capacité militaire, ni même un commandement qui vienne de sa part, puisqu'il est dans l'OTAN, commandement intégré par les États-Unis, veut se battre avec la Russie. Pays nucléaire avec des missiles balistiques infiniment supérieurs aux siens et à celui de son regroupement militaire, l'OTAN, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et avec une armée qui est faite de briques et de broc, c'est ridicule, en fait. Donc, voilà. Donc, mais si on arrive, nous, à nos fins, mais il est bien évident que nous n'aurons pas le choix. Puisqu'il y a un regroupement des pays qui veulent faire respecter leur souveraineté respective en coopérant, en résistant à l'hégémonie états-unienne néolibérale, et comme si on pouvait se payer le luxe de ne pas rejoindre les BRICS. Mais enfin, c'est insensé. Parce qu'il y aurait des régimes pas sympas. Mais il y a des régimes pas sympas dans l'Union européenne ou les États-Unis, c'est un régime pas sympa. Et puis d'autre part, les relations diplomatiques, c'est pas avoir des relations diplomatiques avec les pays sympas. Sinon, il n'y aurait pas besoin de diplomatie. On a des relations diplomatiques avec tout le monde. La qualité des régimes politiques des autres ne nous regarde pas. C'est l'affaire des Chinois, c'est l'affaire des Iraniens. Et la diplomatie, c'est parler avec les gens qu'on n'aime pas, précisément. Mais ça commence par ça. Non, encore une fois, il n'y a pas besoin de diplomatie. Il suffit d'avoir des canons. Donc on a une diplomatie, parce qu'on parle avec tout le monde. Et les coopérations ne se font pas qu'avec les copains. La coopération internationale se fait sur des bases objectives. D'autre part, ces pays-là, ils peuvent avoir des régimes politiques aussi peu sympathiques que ce soit, ils ont des populations aussi. Quand on a parlé souvent des sanctions, souvent avec Jacques Sapir, etc. Et les sanctions, elles s'appliquent à qui? Qu'aux régimes pas sympas? Qu'aux dirigeants pas sympas? Mais bien sûr que non. Elles s'appliquent aux populations. Quand on fait un blocus économique sur un pays qui a un régime pas sympa, ce sont les populations qui trinquent. Cuba. Voilà, Cuba, l'Iran, l'Irak, etc., le Venezuela, ce sont les populations qui trinquent. Donc, si on ne devait pas coopérer avec des pays parce qu'ils ont des régimes pas sympas, d'abord, je me demande avec qui on coopérait, hein, et d'autre part, ça voudrait dire qu'on exerce une punition collective sur toutes les populations dont ils dépendent. Mais enfin, ça ressemble à quoi ? Comme stratégie, ça n'a rien. Mais en plus, c'est irréaliste. C'est-à-dire que si on ne rejoint pas les BRICS, on peut dire adieu à la restauration de la souveraineté de la France. D'un îlot de démocratie et de souveraineté dans un océan néolibéral sous domination américaine. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, ça ne marchera jamais. Donc, il est évident qu'on doit rejoindre les BRICS. Et dernier point, je finirai là-dessus,
Donc, on reproche aux BRICS, à gauche, hein, ce sont des pays capitalistes et ce sont des régimes politiques liberticides. Très bien. Donc, des pays capitalistes. Est-ce que c'est vraiment la réflexion économico-politique la plus brillante qu'on puisse avoir sur les BRICS? On vient de le dire, le propre de ces économies-là, c'est d'être des économies productives. N'y aurait-il... Je dis ça pour certains marxistes qui semblent oublier les bases mêmes du marxisme, qui est l'analyse des faits. Et l'analyse du capitalisme, ce n'est pas un mot, le capitalisme, ce sont des réalités matérielles et institutionnelles. Le capitalisme des pays des BRICS est un capitalisme productif, comme si c'était équivalent au capitalisme financiarisé. Mais si c'était l'équivalent, l'Occident n'aurait jamais perdu sa puissance face aux BRICS. Si c'était le même capitalisme, le capitalisme des gagnants aurait continué de gagner. Donc il n'y a aucune équivalence entre le capitalisme financiarisé de l'Occident et le capitalisme productif des pays des BRICS. Donc si on est sérieux sur la qualification des économies de ces pays-là, on commence par faire cette remarque. Et donc on ne peut pas les assimiler sous le simple prétexte presque nominaliste, enfin non, réaliste en fait. Bon bref, je me prends toujours les pieds dans les problèmes nominalisme, réalisme, mais peu importe, j'imagine que vous aussi. C'est qu'un mot en fait. Donc les réalités comptent infiniment plus que les mots. Donc on n'a pas tout dit quand on a dit que c'était des pays capitalistes. Et des régimes politiques pas sympas, je vous ai dit ce qu'il en était. Je crois qu'on s'est assez mêlé des régimes politiques des autres pour commencer déjà peut-être à balayer devant nos portes. Est-ce que nos régimes sont démocratiques? Je ne sais pas. La seule démocratie au Moyen-Orient, Israël, belle démocratie. Je ne sais pas. Je sais pas de quelle hauteur on pourrait être pour dire que ce sont des régimes politiques pas sympas. Oui, c'est vrai, moi, ils me sont pas sympathiques. Le régime politique iranien, c'est pas ma tasse de thé. Le régime de Poutine, il y aurait bien des choses à dire. Mais c'était Emmanuel Todd qui remarquait que c'était une démocratie autoritaire, tandis que nous étions dans un pays autoritaire sans démocratie. Voilà, un pays autoritaire sans démocratie. Bon, il y a les goûts et les couleurs, hein. Ça dépend de ce que vous préférez. Mais je ne suis pas sûr que ça soit une manière sérieuse de poser les questions, en fait. Et une vision historique qui nous permette de comprendre ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Comme si on était, je sais pas, du haut de Sirius et qu'on était là à juger de manière kantienne les situations. Est-ce que ou Saint-Pierre en fait. Est-ce qu'on peut sauver l'âme de l'Iran? Je ne sais pas. Mais on n'est pas dans cette position en fait. C'est hors sujet en fait. C'est le sujet pour les Iraniens. Mais que je sache, nous ne sommes pas Iraniens en fait. Hein, les Iraniens sont des grandes personnes. Si vraiment ils ne supportent plus leur régime, d'abord, s'ils ne supportent plus leur régime, le premier service à leur rendre, c'est de ne pas l'attaquer. On a vu ce que ça a donné avec Israël. Quand Israël a attaqué l'Iran, les principaux opposants iraniens se sont rendus solidaires de leur régime. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans ou 30 ans. Donc, bel effet. Vouloir faire des changements de régime parce qu'ils ne sont pas sympas, produit, et c'est pareil avec Poutine. Poutine était très critiqué en intérieur sur les questions sociales, sur une bonne partie des questions économiques, sur une partie des questions géostratégiques. D'ailleurs, ne serait-ce même d'ailleurs que sur l'Ukraine, les Russes étaient scandalisés qu'on n'aide pas plus le Donbass et les russophones. Il était contesté sur des tas de fronts. À partir du moment où l'Occident a eu son attitude hystérique avec la Russie et irresponsable, eh bien, les Russes ont soutenu Poutine, en fait. Donc, ça veut dire que notre comportement moraliste a des conséquences immorales. Les régimes qu'on aurait voulu améliorer se durcissent et
les actions positives qu'on aurait pu faire nous passent sous le nez. Bah, je ne sais pas, c'est pas enthousiasmant comme résultat. Donc on pourrait peut-être changer d'attitude. On n'est pas là pour se mêler de la qualité politique des régimes des autres. On est là pour essayer de faire avancer la situation internationale et notre situation nationale. Et on est là pour ça. C'est notre responsabilité, là, pour le coup. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc là, pour le coup, il faut agir et non pas juger moralement. Voilà. Merci Gilles. Bon, alors, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Gilles, donc ça va être assez court. Je suis d'accord. Peut-être parce que la question c'était monde multipolaire, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Donc tu as répondu à une grande partie de la question, enfin tu as répondu à la question d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, je vais peut-être compléter un peu sur ce qu'on ne peut pas attendre, ou sur les difficultés à construire ce monde. Parce qu'il y a des difficultés, en fait. Alors, ces difficultés, elles viennent de ce que Gilles a rappelé, c'est-à-dire que un monde multipolaire, ça veut dire quoi d'abord? Tiens, un monde multipolaire, ça veut dire ça. Bon. Ça signifie qu'il y a une diversification des centres de pouvoir. Des pôles de puissance. Un affaiblissement de l'hégémonie absolue des États-Unis et l'émergence d'acteurs comme la Chine, l'Inde, la Russie, on en a parlé assez longuement. Il ne faut pas confondre ça parce que avec l'émancipation, ça ne signifie pas l'émancipation. Pas du tout. Hein alors, je sais bien à gauche, je ne sais pas si c'est à gauche d'ailleurs, mais certains mouvements, en tout cas, reprochent aux BRICS un certain nombre de choses. Alors, sur certaines choses, ils ont raison. Par exemple, je vais prendre deux exemples simplement, pour être court. Je vais prendre le Fonds monétaire commun des BRICS et puis la banque de développement, la nouvelle banque de développement des BRICS. Bon, c'est pour donner un petit... Oui, après le facteur politique, c'est pour donner un petit vernis économique à la chose. Hein, bon. factuel. Donc, d'abord, le Fonds commun des BRICS, il s'appelle le CRA. Oui, c'est Contingent Reserve Arrangement, parce qu'en plus, il parle anglais. Hein. Bon. Ça a été créé en 2014. Et l'idée de ce CRA, c'est de remplir, pour les pays des BRICS, la fonction que joue principalement le FMI. Hein, alors, pas le FMI d'une façon générale, mais quand un de ses membres fait face à un manque de réserve de change pour effectuer les paiements, et bien à ce moment-là, le pays s'adresse au FMI pour recevoir un crédit. Hein, c'est ça le principe. Ce fonds donc a été créé en 2014, mais il n'est toujours pas rentré en activité. Donc ça, c'est un reproche qu'on pourrait faire aux BRICS. Parce que 2014, ça fait 11 ans, hein, il n'est pas en activité. Et c'est dommageable. C'est effectivement dommageable. Je vais vous donner un exemple. Si le fonds fonctionnait, si le CRA fonctionnait, ça permettrait aux pays des BRICS aujourd'hui d'échapper aux conditionnalités du FMI. Vous savez que le FMI fait des prêts, toujours sous condition. La condition, c'est pas de rembourser. La condition, c'est de conduire des réformes, ils appellent ça réformes économiques, c'est-à-dire d'adopter des réformes néolibérales
pour pouvoir obtenir un prêt. C'est ça la conditionnalité du FMI. Bon, on les connaît, elles s'appliquent partout. C'est les privatisations, Détruire l'État social, l'austérité, privatiser. voilà. Bon, Et ouvrir on fait les court, capitaux. ouvrir les capitaux, ouvrir la concurrence, enfin bon, tout ça on le sait. Bon. Mais si... donc, voilà, les pays qui manquent de liquidité aujourd'hui, il y en a parmi les pays des BRICS, hein, il y en a pas mal d'ailleurs, ne peuvent pas s'appuyer sur l'organisme créé par les BRICS aujourd'hui pour obtenir des prêts. Et c'est donc extrêmement dommageable, parce que qu'est-ce qu'ils font ces pays? Eh bien, ils se tournent vers le FMI. Il n'y a pas d'autre solution. Ils se tournent vers le FMI. Et donc, ils subissent les contraintes du FMI. C'est-à-dire les conditionnalités, ce que le FMI appelle les conditionnalités. Bien. Enfin, il y a d'autres solutions pratiques, en fait, qui se mettent un peu en place. Payer en yens. Oui, mais qui ne fonctionnent pas. Non, payer en yens veut dire qu'on a des fonds. On n'a pas besoin de crédit. Là, quand on manque de liquidités, il faut des liquidités. Et pour avoir ces liquidités, on fait appel à un banquier. Ce banquier, c'est ou le FMI ou l'organisme des BRICS qui devait prendre le relais, se substituer en fait au FMI. Bon. Mais dans les statuts du CRA, là, hein, dans le système de fonctionnement, il y a une condition, dans les statuts fondateurs, hein, qui nous paraît pas souhaitable. Ça dit ça, alors je suis obligé de citer, hein. Un pays membre des BRICS qui fait appel à l'aide devra se soumettre aux conditionnalités du FMI s'il dépasse 30% du montant auquel il a droit. Bon, je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en principe, le droit, entre guillemets, d'emprunter auprès du FMI, 10 milliards de dollars, à peu près. Hein, c'est le ratio qui est fixé par le FMI. Bon. Si l'Afrique du Sud, donc, souhaitait emprunter auprès du CRA plus de 3 milliards, 30% de 10 milliards, ça fait 3 milliards, si je ne me gourre pas. C'est bon. C'est bon, voilà. Eh bien, donc, ou il ne peut emprunter que 3 milliards sans conditionnalité, ou s'il veut emprunter plus de 3 milliards, il doit se conformer, d'après le CRA, aux conditionnalités du FMI. Donc on voit bien qu'il n'y a pas, dans les statuts même de cet organisme-là, des BRICS, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain ce sera comme ça, mais aujourd'hui, il y a quand même la conditionnalité pour avoir un emprunt conséquent, enfin réaliste pour un pays. 3 milliards, c'est rien. Macron, c'est ce qu'il dépense tous les jours. Donc, non mais, voilà. Donc, il y a l'obligation de se conformer au FMI, aux lois du FMI. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable de notre point de vue, en tout cas. Bon. Je rappelle, pourquoi je prends l'Afrique du Sud? Parce que l'Afrique du Sud est un des membres fondateurs des BRICS. Hein? De 2009. Voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle emprunte, l'Afrique du Sud emprunte auprès du FMI. Puisqu'elle ne peut pas avoir plus de 3 milliards, bah, si elle veut avoir ses 10 milliards, elle emprunte auprès du FMI, avec les conditionnalités du FMI. Donc, on voit bien que dans le système qui a été mis en place, mais qui peut sûrement être amélioré, hein, dans ce système-là, aujourd'hui, ça coince. Ça ne va pas. Voilà aussi pourquoi les BRICS ne montent pas aussi vite en puissance qu'on s'attendait à ce qu'elles montent, en fait. Hein, bon, ça, c'est... bon. C'est ce qu'a fait, par exemple, l'Afrique du Sud l'a fait en 2020. C'est pour ça que je citais cet exemple-là.
il a obtenu, l'Afrique du Sud a obtenu un prêt de 4,3 milliards de dollars du FMI. Voilà. Au lieu des 3 milliards, les plafonds. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué les conditionnalités du FMI, c'est-à-dire... je vous laisse deviner. Austérité. Austérité, bien joué. Voilà. Et ça, c'est le gouvernement de l'ANC, hein, par exemple, qui a imposé l'austérité parce que ce prêt. Bon. Le 7 juillet 2025, il y a une réunion des BRICS où les choses ont été abordées, mais pas réglées. Et ça a même été assez évasif, d'ailleurs. Ils n'ont pas souhaité régler le problème, en fait. Hein. Les dirigeants des BRICS, dans leur déclaration au point 53, je vous laisse... hein, le traité fondateur sera révisé si de nouveaux membres rejoignent le fonds des BRICS. Autrement dit, aujourd'hui, il n'y a pas assez de membres dans le fonds des BRICS pour qu'ils estiment qu'il faille réviser. Bon, donc ça, on peut considérer que c'est très améliorable et c'est très dommageable pour les pays des BRICS et ça nuit directement. Alors, ça nuit directement aux pays des BRICS, mais ça nuit aussi à ce que disait Gilles, c'est-à-dire ça perpétue la domination, en fait, du FMI. C'est une faiblesse. Oui, c'est une faiblesse considérable pour les pays et pour le système des BRICS. Deuxième exemple, la nouvelle banque de développement. Bon, alors ça... c'est un peu mieux, déjà. Oui. Donc ça, c'est le financement en monnaie locale. Donc, on en parlait tout à l'heure. Mais, là aussi, problème, en fait. Parce que l'essentiel du financement de la BND, la NBD, pardon, la NDB, la nouvelle banque de développement des BRICS, l'essentiel du financement se fait en dollars. Donc là aussi, il y a quelque chose qui coince. Parce que qui est dirigé par Dilma Rousseff, hein, cette banque. Et cette banque prête en monnaie locale, mais se finance en dollars. Donc, là aussi, il y a un petit problème. C'est-à-dire que ça coince un peu aux entournures et ça ne permet pas d'accélérer le développement des pays des BRICS et le poids des BRICS lui-même, globalement, vis-à-vis du dollar. Alors, quand on disait que c'est... enfin, Gilles le disait, hein, que l'hégémonie du dollar était contestée par les BRICS, c'est vrai, mais aujourd'hui, il faut constater, malheureusement, hein, que c'est dans une assez faible mesure. Ce sera mes derniers chiffres, hein, c'est un petit comparatif entre les différents prêteurs à l'échelle mondiale, c'est-à-dire on va dire le FMI et l'ACRA. Hein. Bon. Enfin, le Fonds monétaire des BRICS, et puis... bon. Aujourd'hui, la BND a financé... est financé à hauteur de 30 milliards de dollars. C'est très peu. Très, très peu. La banque qui s'appelle Asian Infrastructure Investment Bank, qui est basée à Pékin, elle est financée à hauteur de 50 milliards. Donc plus que la nouvelle banque de développement des BRICS. Hein. Et la banque asiatique de développement, qui prête au niveau international, qui est basée à Manille, elle est financée à hauteur de 180 milliards. Je ne parle pas du FMI. Hein.
Mais on voit bien que la nouvelle banque de développement a un financement, une capacité de financement très inférieure. Et donc, cette montée en puissance est gênée. Alors, elle est gênée parce que en 2009, ça a été conçu comme ça. La BND, elle, a été fondée en 2022. Et on voit que les moyens ne sont pas encore adaptés à la montée en puissance des BRICS. Donc, en ce qui concerne la lutte contre l'hégémonie du dollar, il y a encore du chemin à faire. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça veut dire que ça va prendre, comme disait un certain Fernand Reynaud, un certain temps. Si ce n'est un temps certain. Voilà. Mais il y a d'autres éléments pour la dédollarisation. Il y a d'autres éléments. Les mais du trésor, etc. Oui, mais c'est à la marge par rapport aux prêts dont ont besoin les États. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, ils le font d'ailleurs. Mais pour avoir des prêts de liquidité, je parle bien de prêts de liquidité. Pour avoir des prêts de liquidité, ils sont obligés de passer par des organismes qui peuvent appuyer fortement. Non, mais ça, bien sûr, mais je veux dire, ce sont des dynamiques qui sont liées. Et si le mouvement mondial de ne plus acheter des bons du Trésor américain continue de prendre de l'ampleur, le dollar ne pourra plus s'imposer comme une monnaie de règlement et de réserve, comme il l'a fait. Et donc, de toute façon, ils seront obligés de réviser ça. Alors, tu vois, les choses sont liées, en fait. Oui et non. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de réviser ça avant. Ça serait mieux. Mais de toute façon, ça devra arriver. Parce que, ça arrivera. Ce que je veux dire, c'est pas que c'est un facteur empêchant. Enfin, c'est un facteur empêchant aujourd'hui pour un développement rapide. Oui, puis ça veut dire qu'ils n'ont pas les bonnes lunettes non plus. Enfin. Ça veut dire que, voilà, le point de vue n'est pas réglé correctement pour l'instant, pour un développement rapide. Bon. Ça veut dire aussi que ça va prendre un certain temps, c'est ça. Hein, et que quand tout le monde chantait la dédollarisation qui arrivait à grands pas il y a un an ou deux, c'était pour demain. Non, c'est pas pour demain. Donc, bon, voilà. C'était tout. La Banque mondiale, c'est 500 milliards de dollars. On arrête de rigoler. Non, on rigole plus, quoi. C'est pas 30 milliards. C'est 10 fois plus. 500 milliards. Voilà. Le FMI, quand même, 400 milliards. Environ 350-400 milliards. Bon. Les Chinois ont une puissance de feu formidable. Entre 700 et 1000 milliards. 1000 milliards. Et donc, ça veut dire que... Mais... Les Chinois sont emmerdés avec aussi leur dollar, donc il faut qu'ils écoulent. Oui. Bon, donc ça prend. Donc tout ça pour dire que ça va prendre un peu de temps. Mais donc c'était deux exemples comme ça pour montrer simplement que les choses ne vont jamais aussi vite et aussi complètement qu'on le veut, et qu'il peut y avoir même avec une création bien pensante. Un pensée insuffisant quand même pour mettre en cause l'hégémonie du dollar. Alors, j'ai dit que j'allais faire court, je fais court. Donc, pour conclure, pour moi, qu'est-ce qu'on peut attendre des BRICS? Voilà. La première raison, je crois, c'est, bon, tu l'as dit, je ne fais que répéter, reconnaissance, respect des nations et de leur souveraineté. Pas de divergence sur ils nous plaisent pas, ils nous plaisent pas, on s'en fout, t'as expliqué, je reviens pas dessus. Deuxième chose quand même, nouvel ordre international, quand même, à venir. C'est un horizon. Oh, c'est déjà le cas. Ça commence. Sur des bases capitalistes, on l'a dit, mais avec des économies plus ou moins dirigées, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais. Capitaliste ne veut rien dire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Chine, il y a une économie dirigée. En Russie, en Fédération de Russie,
elle est semi-dirigée. Hein. Alors d'une autre manière, d'ailleurs, pas de la manière chinoise, mais d'une autre manière, voilà. De plus en plus. Un commerce mondial quand même qui se met en place sur la base des souverainetés auxquelles, pour nous, il manquerait des règles comme celle de la charte de la Havane, mais on en parlera demain matin. Hein. C'est ce qui manque, d'ailleurs, en fait, au BRICS. C'est pour un nouvel ordre économique qui soit basé sur un respect. Parce que quand on parle de souveraineté, la charte de la Havane, c'est de la souveraineté, notamment en manière de chômage. Enfin, on en parlera demain matin, mais bon. Donc, la souveraineté n'est pas complète. C'est la reconnaissance, en tout cas, des gouvernements des pays. Voilà. Pas forcément de la souveraineté populaire. Ça, c'est autre chose. Et puis, bien sûr, il manque, mais ça n'est pas l'objectif des BRICS, mais à d'autres sens. Il manquerait un petit peu d'internationalisme là-dedans. Hein, puisque, par exemple, vis-à-vis de Cuba ou vis-à-vis du Venezuela, pourrait mieux faire les BRICS. Oh, pour le Venezuela, ils font pas rien. Voilà. En ce moment. Mais, je suis d'accord avec ta conclusion, c'est pas parce qu'il y a des manques comme ça, c'est le premier acte de souveraineté qu'on pourrait faire, c'est de rejoindre les BRICS. Du moins, à demander à rejoindre les BRICS. Hein, encore, faudrait-il qu'ils nous acceptent. Mais bon, voilà. Parce que c'est le signe enclenché, on l'a dit plusieurs fois, on l'a expliqué plusieurs fois, du respect de la souveraineté. Mais sans se faire d'illusions sur ce que ça pourrait être, et notamment pour nous par Deb, c'est-à-dire la construction d'une autre société. Là, on n'est pas du tout dans cette figure de style. Hein. Mais ce serait un acte majeur, en tout cas, pour permettre à notre économie, et si tout fonctionnait comme ça devrait fonctionner d'ailleurs, hein, entre le CRA et puis la nouvelle banque de développement, si tout fonctionnait à merveille, ce serait vraiment la première chose qu'on aura à faire, c'est de demander notre adhésion au BRICS. Donc on est d'accord. J'ai fini.